les aventuriers de la pensée. La dernière fois, nous avons exploré les laboratoires invisibles de la science avec Bruno Latour. Aujourd'hui, changement d'ambiance. Nous partons sur un terrain plus sombre, plus intime, là où la souffrance individuelle rencontre les forces de la société. Quand on pense au suicide, on pense à la solitude, à la dépression, à une douleur personnelle. Mais à la fin du XIXe siècle, un homme va renverser cette évidence. Et s'il existait dans le suicide quelque chose de collectif, une logique sociale derrière le geste le plus individuel qui soit? Cet homme, c'est Émile Durkheim, et son enquête, publiée en 1897, s'intitule simplement « Le suicide ». Un titre froid, presque clinique. Mais derrière ce mot sec se cache une révolution intellectuelle. Oubliez le cliché du vieux professeur dans sa bibliothèque. Imaginez Durkheim comme un détective du social, dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Pas de loupe ni d'empreinte digitale. Son arme, c'est la statistique. Un outil encore neuf, presque suspect, mais qui va lui permettre d'ouvrir une brèche dans l'invisible. Son point de départ, un mystère. Année après année, les taux de suicide dans un pays restent étonnamment stables. Et mieux encore, ou plutôt pire encore, ces taux varient systématiquement selon certains groupes. Plus élevés chez les protestants que chez les catholiques, plus fréquents chez les célibataires que chez les parents, plus présents en ville qu'à la campagne. Pourquoi? Durkheim avance pas à pas, comme un enquêteur qui écarte les fausses pistes. Première hypothèse, la folie. C'est tentant, le suicide serait une conséquence de troubles mentaux. Mais les chiffres contredisent cette idée. Certaines régions comptent beaucoup d'asiles et pourtant peu de suicides. Pas de lien systématique. Piste écartée. Deuxième hypothèse, le climat. La grisaille, les jours courts, la mélancolie de l'hiver. Et pourtant, le pic de suicide se produit au printemps et au début de l'été, quand la lumière revient. Nouvelle fausse piste. Durkheim comprend alors que le mystère ne se trouve pas dans l'individu, ni dans la météo, ni dans une humeur collective passagère. La clé est ailleurs. Et c'est là que surgit son idée de génie. Pour comprendre le suicide, il faut regarder non pas l'individu, mais le lien qu'il attache à la société. Durkheim va forger l'un des concepts les plus puissants des sciences sociales, le fait social. Un fait social, dit-il, c'est une force extérieure à l'individu, mais qui s'impose à lui. Quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui agit en nous, comme la gravité. La morale, la religion, la famille, les institutions, toutes ces structures exercent sur nous une pression invisible. Et si le taux de suicide était, en réalité, une mesure de ces forces invisibles? Durkheim reprend ces données à la lumière de cette idée. Les protestants, moins encadrés que les catholiques, jouissent d'une plus grande liberté de conscience, mais cette liberté a un prix. Moins de liens, plus de solitude. Les célibataires, eux aussi, sont plus autonomes, mais moins intégrés à un réseau de devoirs, d'affection et de solidarité. Ce que Durkheim découvre, c'est que le lien social protège. Le suicide, loin d'être une pure affaire de détresse personnelle, révèle le degré d'intégration d'un individu à son groupe. À partir de là, Durkheim dessine une typologie des suicides. 4 types, comme 4 paysages de la détresse humaine. 1. Le suicide égoïste, celui du manque d'intégration. L'individu est isolé, détaché du tissu collectif. Il ne se sent plus appartenir à rien. C'est la solitude absolue de l'âme coupée du monde. 2. Le suicide altruiste, l'excès inverse. Trop d'intégration. L'individu s'efface complètement derrière le groupe. C'est le soldat qui se sacrifie pour ses camarades, le martyr qui meurt pour sa cause. 3. Le suicide anomique, celui du dérèglement. Ici, le problème n'est plus l'intégration, mais la régulation. Quand les règles sociales se délitent, lors d'une crise économique ou au contraire d'un enrichissement brutal, l'individu perd ses repères.
Ces désirs deviennent sans limite et donc impossibles à satisfaire. Enfin, le suicide fataliste, plus rare mais tout aussi tragique. C'est l'inverse de l'anomie, trop de règles, trop de contraintes, l'horizon est bouché. C'est le suicide du prisonnier, de l'esclave, de celui qui ne voit plus d'échappatoire. En refermant le suicide, on comprend pourquoi Durkheim reste une figure fondatrice. Il a transformé la douleur individuelle en un miroir de la société. Loin de banaliser le suicide, il a montré qu'il n'était jamais purement personnel, qu'à travers chaque geste, chaque drame, résonne quelque chose du lien ou du manque de lien qui nous unit aux autres. Le suicide n'est pas seulement un livre de sociologie, c'est une leçon de lucidité, celle qui nous rappelle que comprendre la société, c'est peut-être aussi une manière de la rendre plus humaine. Dans notre prochain épisode, nous quitterons les statistiques pour explorer les mystères du pouvoir et du charisme. Pourquoi obéit-on à certains leaders et pas à d'autres ? Direction Max Weber, l'autre grand aventurier de la pensée sociologique. Et d'ici là, souvenez-vous, même dans nos gestes les plus intimes, la société n'est jamais très loin.